Vous écoutez Un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant. Le podcast d'inspiration créative et créatrice. Bonjour Alix, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast Un monde vivant. Aujourd'hui on va parler de toi en tant qu'artiste, dans ta vie, dans tes professions, dans ton chemin, dans ton histoire, parce que voilà, tu vas nous l'expliquer, nous le raconter, mais t'as vécu et tu vis des nombreuses vies, des nombreux chapitres, mais toujours avec un fil rouge de créativité. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais te laisser déjà, si t'en as envie, si tu veux bien, me dire comment tu te présentes aujourd'hui. Bonjour Sarah, moi je suis ravie d'être là. Comment je me présente ? Alors, je me présente différemment selon les contextes. Mais là, d'un point de vue professionnel, je suis architecte d'intérieur aujourd'hui. Je travaille à mon compte et ça fait maintenant 10 ans que je fais ça. Alors, tu fais ça depuis 10 ans. Avant, tu étais créatrice de mode. Tu avais une marque de vêtements. Comment tu pourrais nous parler de cette époque ? Qu'est-ce qui t'a amené vers la mode en premier lieu ? Initialement, je me dirigeais vers une carrière d'artiste. C'est vraiment quelque chose qui a animé tous mes rêves d'adolescence. Donc après le bac, j'ai fait une première année de faculté d'art plastique. Et j'ai eu une très grosse déception à ce moment-là parce que pour moi, être artiste, c'était penser le monde et le penser à plusieurs. Je m'étais beaucoup nourrie des différentes vies des artistes et je pouvais voir à travers l'histoire de l'art que les artistes semblaient co-créer leur génération, enfin en tout cas des nouveaux mondes. Et alors la réalité c'est que probablement ils travaillaient chacun dans leur coin, mais de l'extérieur ça semblait être une sorte de co-création avec des ponts, avec des questionnements en commun. Et donc c'est avec cette idée que je me dirigeais vers cette carrière d'artiste, dans vraiment l'idée de penser le monde et puis de le réfléchir à plusieurs. J'ai eu une petite déception parce que ce que j'ai trouvé en fac d'art plastique, c'est plutôt des profils très individualistes et très égo-tripés où on était incité vraiment à parler de nos profondeurs, de parler de notre psyché personnelle, mais il n'y avait pas d'invitation à quelque chose de plus grand et de plus collectif. Et c'est vrai que moi, ça ne répondait pas à la vision que j'avais de ça, mon fantasme. Et vu que ça m'a quand même beaucoup touchée, parce que j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ça, ça m'a plongée un petit peu dans une forme de dépression et j'ai dû trouver une alternative durant cette année-là. Cette année d'art plastique. Cette année d'art plastique. Et j'ai eu l'occasion de faire un stage de mode dans une maison de couture pour Valentino. Et j'y ai trouvé tout ce qui me manquait finalement. C'est-à-dire que j'ai, pendant ce stage, eu l'occasion de créer tous les bijoux de façon artisanale qui ont ensuite défilé. On était une équipe à travailler suivant nos pôles, tous ensemble, mais chacun devait élaborer quelque chose, mais c'était vraiment en collectivité. Et il y avait ce sentiment d'urgence, et puis vraiment d'être au service de façon assez absolue pour cet événement qui aurait lieu, qui est le défilé de présentation de la collection de la saison. Dans le cadre de la Fashion Week. Exactement. Et donc ça m'a naturellement orientée vers ça. J'y ai trouvé tellement de joie que je me suis dit c'est ça que je veux faire. Il y a autre chose de ce qui m'a amenée à la mode, c'est que j'ai eu une sorte dans mon parcours d'enfant et adolescent. J'avais très peu conscience de mon apparence jusqu'à la fin du primaire. Et du coup, j'avais du mal à m'intégrer socialement. Et en fin du primaire, il y a une camarade de classe qui me dit « Mais en fait, tu serais pas si mal si tu t'habillais bien. » Et ça m'a apparu comme une idée brillante. Que j'ai laissé un petit peu faire son nid pendant les vacances d'été, comme ça se passe souvent, les vacances d'été de l'enfance transforment l'être. Et donc je suis arrivée en début de collège avec cette conscience de mon corps, de ma représentation physique et donc du vestimentaire. Et juste en manipulant les codes vestimentaires, j'ai acquis une forme de notoriété sociale. Et j'ai trouvé ça incroyablement magique, le super pouvoir, c'était l'équivalent de mettre son costume de Batman que pouvaient avoir les vêtements. Et c'est vrai que du coup ça m'a aussi stimulée dans cette voie. C'est intéressant comment on peut se dire que l'apparence, ça compte pas, ou parfois on peut tellement privilégier aussi, ça dépend de la nature de la personne, mais le fond de nous-mêmes, et qu'en fait l'apparence elle joue aussi un rôle au service du fond, et c'est pas seulement réducteur.
Ouais, tout à fait. Dans un premier temps, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de force. J'étais quelqu'un aussi très timide, donc j'ai pu vraiment prendre ma place dans le monde et dans la société à travers le vêtement. J'ai pu aussi exprimer justement ma singularité, mon originalité, voilà, j'ai pu exprimer beaucoup de choses à travers le vêtement. Et j'ai vraiment trouvé mon mode de communication et d'exister. Et au fil du temps, ça a créé une sorte d'apparence, enfin de costume extérieur dans lequel j'ai pu aussi progressivement me sentir enfermée plus tard. Il y a aussi quelque chose que tu disais qui m'interpellait quand tu disais que tu avais envie de, aussi jeune, que tu puisses là t'en rappeler, que cette notion d'artiste, elle t'appelait, tu avais envie de créer collectivement. Est-ce qu'il y avait un type d'art auquel tu étais davantage sensible pour penser le monde, le réfléchir et le réinventer, l'inventer? Est-ce qu'il y avait un type d'art? Ouais, moi j'étais surtout connectée à la peinture, c'est quelque chose que je pratiquais déjà, et aussi parce que les artistes dont je me suis nourrie étaient principalement des peintres, mais je m'arrêtais pas forcément à cette représentation, à ce médium-là. Tu trouvais du coup que c'était assez individuel et pas collectif dans ton année d'art plastique? Tu disais que il y avait quelque chose de collectif que tu ne retrouvais pas? Alors c'est pas tant dans l'expression de chacun, parce que l'expression elle reste évidemment propre à chacun, enfin particulièrement dans une carrière d'artiste, mais c'était plus dans l'élaboration les partages d'idées, les partages, enfin voilà, de pensées. C'est vrai que je n'ai jamais détaché l'idée de la créativité de celle de la réflexion, de la pensée du monde. Donc tu fais ce stage chez Valentino à la fin de la première année de faculté. Donc là tu trouves une forme de conviction dans une voie possible. Et là comment ça se dessine pour toi cette voie dans la mode du coup qui vraiment va prendre de l'ampleur? J'ai rencontré plusieurs écoles de mode et je suis tombée amoureuse d'une des écoles qui s'appelle le Studio Berceau, et notamment de sa directrice qui avait créé cette école 30 ans auparavant. Elle a créé ça à la période des années Palace. Le Palace, c'était une boîte mythique de l'époque où tout le beau monde parisien venait passer du temps et s'exprimer surtout, parce qu'il y avait quelque chose d'assez rebelle à cette époque-là. Et puis, il y avait vraiment cette relation à la mode en tant qu'expression aussi de rébellion, de casser des codes. Plus rebelle qu'aujourd'hui, ou rebelle différemment, plus rebelle qu'avant? La mode, à l'époque, avait vraiment un rôle un peu central sur la question d'un positionnement sur le monde. Et donc, cette école était juste à côté du Palace. Donc, il y avait vraiment cette idée que c'était une école de la vie, quelque part. C'est-à-dire qu'on apprenait des choses au sein de cette école, mais on venait tout directement les mettre en application dans le monde extérieur, dans le monde réel. Et il y avait ce jeu d'aller confronter nos créations à l'extérieur, dans le paysage urbain. Voilà, du coup, tu trouves cette maison-là pour apprendre. Et de là, donc, tu lances une marque, ou peut-être il y a des étapes entre les deux. Comment je fais cette école qui est en 3 ans. Je rencontre un mentor qui est un designer pour qui je travaille en même temps. Donc en même temps que l'école, donc je travaille jour, nuit, matin. Compte pas tes heures. Je participe au monde de la nuit aussi, toujours dans cette idée de relation entre la mode et puis cette expression nocturne. Et donc c'est vrai que je suis complètement imbibée de ça. Et donc avec ce mentor, j'apprends énormément. Je quitte l'école l'après-midi et pour le rejoindre, et donc je l'assiste pour l'élaboration de ces différentes collections et des différents défilés qui vont avec. Je le suis dans des maisons de couture une fois que j'ai fini mon école. Donc je le suis chez Chloé notamment. De là, j'enchaîne avec un poste chez Lacoste en tant que styliste femme, où j'ai la direction également des licences japonaises. Donc je dessine toute la femme pour le Japon, ce qui m'invite à y aller beaucoup. Et à partir de là, j'ai l'occasion de lancer ma propre marque. Et donc voilà, je crois que j'ai 24-25 ans quand je lance ma marque. Ah oui, c'est une décision qui est peut-être audacieuse même à ce moment-là. C'est une occasion d'ailleurs où toi, c'est un chemin que tu décides d'emprunter de ta volonté, ou c'est quelque chose qui se propose sur la route? C'est un peu quelque chose qui se propose, un alignement d'un partenariat à ce moment-là entre un producteur, un commercial et puis un financier. L'alliance entre l'alliance parfaite, il y avait plus qu'à y aller. Et donc tu lances cette marque, c'est une marque que tu tiens pendant plusieurs années.
Comment c'est pour toi cette période de cette marque, de cette façon d'être en lien avec la mode et avec la création? Ça s'est fait tellement naturellement qu'au départ j'étais juste très 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 heureuse d'avoir la possibilité d'expression et de mise directement de cette créativité dans le concret. Et j'ai assez rapidement eu une boutique dans le Marais, donc il y avait aussi cette relation avec la boutique. Et la marque a pu vraiment prendre son essor assez facilement. J'ai eu des acheteurs un peu partout dans le monde et ça m'a permis d'aller les rencontrer aussi dans différents pays et puis de travailler. Il y a eu quelque chose de très intéressant pour moi aussi. Ça a été tout ce travail de la production, de rencontrer les bons artisans dans différentes cultures, de voir un petit peu les qualités de chaque culture pour chaque chose. Et par ailleurs, il y a quelque chose qui m'a énormément amusée pendant cette période. C'était tout ce qui allait autour de la création du vêtement, c'est-à-dire l'élaboration de tout ce qui était image, des lookbooks, des campagnes, donc vraiment à chaque fois penser à un monde différent pour chaque saison. Et c'était un vrai moment de créativité que j'ai pu aussi faire avec cette idée de collectivité que je cherchais initialement, parce que j'avais une sorte comme une grosse bande qui se retrouvait dans mes vêtements, donc en échange j'habillais cette bande d'artistes. C'était globalement des artistes musiciens, plasticiens, littéraires, et en échange on créait ces campagnes ensemble, où ils étaient les égéries. Et donc il y avait une vraie circulation, un vrai partage. Et également, donc à chaque Fashion Week, il y avait un show à créer pour présenter les collections. Et vu que j'ai assez peu de moyens, il fallait toujours être très inventif. Je me suis beaucoup amusée à créer des formes différentes, qui sortaient du défilé, comme des pièces de théâtre, un mini-opéra dans la boutique pour présenter la collection, une chorale, une performance dans une galerie d'artistes. Et à chaque fois, c'était co-créé avec cette équipe d'artistes que j'avais autour de moi. Et donc c'était assez merveilleux parce qu'il y a vraiment des choses incroyables qui sont sorties de façon assez spontanée. Parce que très souvent, quand on commençait l'idée, il y avait une impulsion, mais il n'y avait pas forcément quelque chose de très défini. Il y avait une confiance de tiens, ce qui va se co-créer ensemble sera beau. Et ça l'était à chaque fois. Toute cette période-là, c'était une période pour toi où parce que quand je t'entends, j'ai un sentiment qu'il y a une forme de grande fluidité entre le déroulement à la fois des événements et des rencontres qui permettent les nouveaux événements. Quel regard tu portes sur ça? Est-ce que tu as eu le sentiment à ce moment-là que les choses se passaient un peu comme une forme de providence, de mise à l'action qui t'emporte? Ou bien c'était beaucoup plus stratégique? Comment t'étais par rapport à ça? Oui, alors là c'est en effet plus un regard que je porte aujourd'hui, parce que au quotidien c'était plus artisanal et plus laborieux, et il y avait, j'étais toujours prise par le temps, par l'argent, donc il y avait quelque chose comme ça qui était très stressant, qui demandait énormément d'énergie, une très grande diversité de savoir-faire aussi, les mains dans le cambouis un peu. Voir, en fait. Voilà, c'est un peu les mains dans le cambouis où j'apprenais de mes erreurs, où j'apprenais aussi j'ai fait énormément d'erreurs qui m'ont permis d'avancer, mais voilà, c'était plutôt au quotidien quelque chose qui semblait fragile parce que il y avait une forme d'inconnu comme ça sur tous les plans. J'apprenais le métier, je devais en apprendre toutes les facettes et je me lançais comme ça un peu spontanément avec donc cette énergie du spontané, mais avec toujours cette peur derrière de est-ce que ça va marcher. Il y avait cette tension-là de... Ouais, bien sûr. Et puis, après, une marque, c'est de la créativité, mais c'est des enjeux financiers qui sont importants et là, pas vraiment se tromper non plus. Et justement, tu parles de toutes ces erreurs que tu as pu faire. Pour les personnes qui nous écoutent, peut-être que ça inspire aussi, que ce soit dans la mode ou dans un autre domaine que celui-ci. Est-ce que tu voudrais nous parler comme ça, s'il y a une idée d'une erreur là qui te vient, en tout cas une étape à un moment de ce parcours-là où tu te dis ah oui là, s'il y a quelque chose qui te vient. Ça dépend de ce qu'on cherche en vérité. Parce que moi, d'un point de vue de l'expérience, je referais les choses exactement pareil. D'un point de vue d'une marque plus pérenne et avec des objectifs financiers, oui, il y aurait plein de conseils à donner, plein de choses à éviter. Mais du point de vue de l'expérience et de ce que j'ai pu en tirer comme vécu, je changerais rien. Donc tu fais cette marque dans la mode et ensuite tu changes, tu embrasses un autre métier. Mm-hmm. Comment se passe cette transition d'architecte d'intérieur? C'est la transition en tout cas de la mode à l'architecture d'intérieur. Comment ça se fait? Parce que c'est intéressant parce que d'un côté tu crées des pièces et ensuite tu habilles les pièces. Ouais, exactement. Alors oui, donc sur les dernières années de cette profession de créatrice, styliste, j'ai eu l'occasion de pouvoir m'exprimer en tant que directrice
artistique sur des intérieurs, puisque j'avais pu déjà m'exprimer à cet endroit-là au travers de ma boutique, de mes bureaux, et puis aussi de mon appartement. Il y avait une expression assez spontanée de mon rapport à l'architecture d'intérieur qui a été remarquée, et c'est à partir de là que on m'a confié donc la décoration et la direction artistique d'un hôtel, d'un boutique hôtel. Donc j'ai fait ça avec beaucoup de plaisir. Encore une fois, sans l'aspect lourd que peut avoir quelque chose qu'on a appris d'un point de vue professionnel. Là, je l'ai fait comme si je décorais chez moi, enfin avec cette même simplicité, ce même plaisir. Et ça a été un joli succès, un joli résultat, et qui m'a entraîné vers d'autres projets de la sorte. Et petit à petit, j'avais suffisamment de demandes dans ce domaine, dans ce secteur, pour pouvoir laisser la marque. Parce que je sentais que la marque... voilà, j'avais fait mon cycle, j'avais fait une sorte de cycle de 9 ans avec cette marque, et j'étais heureuse de pouvoir m'exprimer dans une autre dimension, d'une autre façon. Il y avait aussi en parallèle cette envie de me sortir de ce carcan aussi de la mode qui est très de l'ordre de la représentation, de la protection, enfin d'un costume. Mmh. Et j'avais progressivement envie de revenir vers plus d'intimité, plus d'authenticité, plus de vérité, plus de simplicité. Et c'est vraiment à travers ce nouveau métier d'architecte d'intérieur où finalement d'une création d'un costume d'une personne, je suis allée travailler l'intérieur des humains, leur intérieur concret qui est l'endroit où ils habitent, mais comme reflet de leur intériorité, donc comme le reflet d'un espace plus intime, plus psychique, plus... Ça, t'es en lien avec le psychique des gens, avec la psychologie au quotidien dans ton métier actuellement? Ouais, absolument. Si on veut faire un bon accompagnement, on est forcément confronté à ça, et on a besoin d'entendre des choses qui ne sont pas forcément dites. On a besoin de bien comprendre comment une personne navigue dans son espace, quelle projection cette personne souhaite faire. Comment elle souhaite que ça se réverbère dans le réel. Exactement, c'est-à-dire que il y a à la fois l'aspect complètement usuel de l'espace, mais aussi tout l'aspect plus symbolique et plus qui est relatif à l'expression de la personnalité. Et ça, c'est les deux, que ce soit ce que j'appelle la chorégraphie du quotidien, donc enfin vraiment l'aspect usuel et l'aspect plus décoratif d'un point de vue de l'expression de la personnalité, sont complètement l'expression d'un espace psychique de la personne. On en avait parlé en dehors de ce podcast, et tu m'avais dit que il y avait quelque chose en toi dans cette première partie de vie dans la mode qui était très en protection. D'ailleurs, tu viens de rapidement le survoler là avec tes mots, que tu étais dans une protection, et en fait là tu rentres dans cet intime aussi. Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution de ce côté-là dans ton cadre de protection ou de mise à nu dans ton métier, entre ces deux professions et dans ton chemin? Absolument, ouais. Et ce qui est amusant, c'est que c'est vraiment par mon travail créatif que je pratique à travers les professions que je viens travailler cette matière intérieure. Et oui, de la mode où j'ai vraiment travaillé une expression extérieure la plus précise, et ben je suis rentrée vers une expression plus intime, donc toujours avec un reflet extérieur, mais vraiment plus dans l'intimité. Et c'est vraiment le parcours que j'ai fait pour moi, au sein de moi-même. Tu sens que ça a ouvert un peu une forme de timidité, de liberté d'expression, ou c'est quelque chose ça, ou parce que finalement dans la mode tu t'exprimais aussi à travers le vêtement? Est-ce que tu sens qu'il y a dans cette liberté d'être, une évolution à ces niveaux-là, ou c'est pas forcément là que ça se place? Je pense que j'ai eu une grande liberté d'expression. C'est une expression qui pour en tout cas bien faire cette profession est mise au service d'eux et à l'écoute d'eux. Et donc il y a vraiment cette dimension que j'ai dû travailler et ouvrir de comment être au service dans la subtilité, et pour l'être dans la subtilité, c'est rentrer dans l'intime, donc vers ce que je cherchais chez l'autre, je venais le chercher chez moi aussi. Enfin, donc il y a eu vraiment une espèce de progression comme ça, d'aller vers l'intime, donc de déposer toute l'image extérieure, et en allant vers l'intime, c'est là où on commence à trouver sa vraie créativité finalement, qui est quelque chose de très singulier, c'est accueillir sa singularité.
Et toi, t'en es où avec ta singularité aujourd'hui? Eh bien, c'est quelque chose que plutôt récemment, enfin, c'est le fruit d'un long cheminement, mais que j'ai pu vraiment récemment accueillir à 100%. Parce qu'il y avait toujours cette idée, enfin, à travers les métiers que j'ai fait aussi, il y a toujours cette représentation, cette idée de faire bien, de faire d'une façon qui puisse être accueillie, d'une façon, enfin voilà, de pas être trop. Enfin, j'ai jamais été finalement dans l'expression de ces métiers. J'ai jamais pu nourrir la part de moi véritablement qui est complètement anticonformiste dans son rapport au monde. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai décidé d'accueillir récemment et d'honorer. Et ce vrai choix que en honorant cette partie-là, je ne pourrais pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est vraiment, j'ai dû faire le deuil de plaire à tout le monde pour venir honorer cette partie-là. Et surtout, ne pas attendre qu'elle soit honorée par l'extérieur, mais moi l'honorer d'abord pour qu'elle puisse trouver sa place. Et c'est vraiment le cheminement dans lequel je suis aujourd'hui. Et je fais confiance sur ce travail-là pour qu'il puisse me mener vers... Parce que je le sens, je suis à la fin d'un cycle, là également au niveau de l'architecture d'intérieur, où c'est à nouveau 9 ans. Je sens que tout ce processus intérieur alchimique me mène vers un nouveau terrain de créativité. Est-ce que tu as pour l'instant l'idée, la graine de ce terrain, de ce nouveau terrain de créativité? Tu parlais tout à l'heure d'enchaînement qui s'est fait un petit peu de façon fluide avec ses amis, en fait. Enfin voilà, il y a une forme de fluidité, en fait, dans cette transformation. Comment tu l'envisages, cette nouvelle mutation peut-être de métier, de profession, d'envie? Étant donné que j'ai eu cette façon de rentrer dans ce premier métier assez naturel et puis dans le deuxième aussi assez naturel, j'ai pas eu vraiment le temps de me projeter plus que ça et ça s'est fait de façon assez naturelle. Et il y a quelque chose en moi qui me dit j'attends, laissons voir. J'attends que ce naturel revienne et puis j'attends le train dans lequel je vais m'embarquer. Mais bon, en attendant le train, je bricole quand même des petites idées qui seraient toujours autour des choses qui sont importantes pour moi, qui est donc le collectif, l'expression artistique, l'intime, le travail sur soi, toute cette matière intérieure. Et du coup, ça me donne à penser des lieux de vie qui seraient, en tout cas, un lieu de vie qui serait le réceptacle de tout ça. Donc une sorte de résidence d'artiste où on serait invité à travailler notre propre matière humaine, mais aussi à travailler son expression extérieure, et également dans un processus de transformation, et toujours dans cette idée de collectivité, de comment on fait pour changer ou pour donner d'autres réponses ensemble, comment on fait pour co-créer. Comment toi tu sens ton rapport à l'inspiration au quotidien et même à travers ces différentes phases? Moi, le rapport à l'inspiration, il est assez immédiat et assez spontané. C'est-à-dire que je travaille pas à partir d'une page blanche. Moi, la page blanche, c'est quelque chose de compliqué. Je n'avais pas forcément à avoir une idée initiale qui vient du néant, du nulle part. Je travaille avec des choses existantes. Je peux donner un exemple, et d'ailleurs c'est ce que je fais à travers mon métier, mais un exemple encore plus clair, c'est mon rapport à la cuisine, où je vais composer avec ce qu'il y a dans le frigo, ce qui est déjà là, et je vais d'autant plus inspirer s'il y a peu de choses, enfin s'il y a une contrainte vraiment de oh là là, ça n'a pas l'air d'aller du tout ensemble, je sais pas ce que je vais pouvoir bricoler avec ça, et ben ça va être vraiment source d'inspiration. Tiens, qu'est-ce que je peux créer d'harmonieux, de beau, de grand à travers ces choses données. Et donc c'est vraiment précisément ce que je fais à travers le métier d'architecte d'intérieur, où je compose avec ce qui est là, aussi bien le lieu que la personne et ses goûts et les besoins, et puis les objets qui existent déjà. Il n'y a rien qui m'amuse plus que de leur donner une nouvelle vie dans la relation que je vais pouvoir créer entre ces différentes choses. Ça se situe vraiment dans la relation. Tu laisses presque les éléments extérieurs te parler, en fait, on pourrait dire. Oui, c'est ça, c'est un vrai dialogue. Et en fait, sans ce dialogue-là, j'avoue que je me sens un petit peu bête. J'ai besoin de ce dialogue, j'ai besoin de jouer avec ces éléments qui sont là, qui sont existants et qui en effet me demandent quelque chose. Enfin, je reçois leur demande et là, j'ai vraiment l'impression de créer à plusieurs quand je crée
avec les éléments. Avec les éléments. Et justement, tes clients, quand ils voient un peu le processus, en général, enfin, j'imagine qu'ils sont heureux parce que ça les respecte. Mais est-ce qu'ils sont témoins de ça, ou c'est quelque chose que tu fais un petit peu dans ta bulle et tu leur présentes le résultat de tes pensées, de tes inspirations, de tes propositions, le résultat de tout ce travail de recherche? Ou est-ce qu'ils sont témoins justement de... Il y a ceux qui peuvent complètement être témoins, et je pense que ça demande de leur part une grande confiance, parce que c'est vraiment un processus qui n'est pas complètement rationnel, qui est difficile à justifier. Donc je peux pas justifier mes choix, pour la plupart, en tout cas ceux qui créent de la magie. Je peux pas dire A plus B égale C. C'est vraiment une invitation à me faire confiance, et c'est vraiment si la confiance est là, et ben oui, il y a vraiment quelque chose qu'on peut même jouer ensemble, où j'invite les clients de jouer avec moi là. En revanche, si la confiance est pas là, je suis obligée de masquer un petit peu ça, et puis de donner une apparence un peu plus rationnelle dans ma façon de traiter les choses. Et t'as réussi à intégrer un peu cette droiture que ça demande, de aussi embarquer les gens dans ses idées facilement? C'est quelque chose de facile pour toi ou pas? Comment c'est? Oui, c'est quelque chose de facile, parce qu'il y a quand même quelque chose qui me dépasse. Enfin, c'est une force qui est au-delà de moi. Je ne peux que la suivre. Ce qui est plus difficile, ce qui a été plus difficile plutôt par le passé, ça a été vraiment de valider ça sans moyen de justification. Justement, d'aller chercher cette confiance, ça a été difficile, parce que moi-même, je doutais peut-être un petit peu de cette confiance, et du coup, j'avais du mal à aller la trouver chez les autres. Et il y a un moment donné où j'ai vraiment poser ma confiance absolue en ce processus. Ça m'a permis de rencontrer des clients qui étaient beaucoup plus disposés à me faire confiance. Justement, de là où t'es, donc il y a eu ce cycle de 9 ans sur la mode, ce cycle de 9 ans sur l'architecture d'intérieur. Et puis avant ça, il y avait cette adolescente qui avait des envies artistiques. Et puis avant ça, cette enfance. Quel regard tu portes aujourd'hui sur l'enfant que tu étais? Sur justement, c'est aussi donc non seulement sur l'enfant, et puis ensuite sur l'adolescente qui avait ces envies-là, sans savoir comment ça se matérialiserait. L'enfant que j'étais était très rêveuse, et se questionnait déjà beaucoup sur le monde. Alors c'était des questions de l'ordre de pourquoi les couleurs, donc c'était pas nécessairement des questions où je cherchais une réponse définie, mais j'avais vraiment ce besoin de quête, voilà, exactement. Une quête de questions pour dessiner un chemin de réponse, et pas forcément avoir la réponse. Mais l'enfant donc se questionnait beaucoup que j'étais, était très rêveuse, mais ne s'imaginait pas forcément dans le futur, ou se projetait pas dans le futur. Tu as grandi dans quel coin? J'ai grandi en Bourgogne. Tu t'imaginais même peut-être pas forcément à Paris, ou déjà t'avais cette envie de Paris? Alors ouais, en revanche, suite à l'enfance, il y a eu l'adolescence où là, très vite, j'ai nourri ce désir d'artiste et d'expression. Et pour ça, je rêvais évidemment de Paris. Paris, pour moi, c'était le lieu de création, le lieu où toutes les lumières se retrouvaient et se côtoyaient. Et oui, j'ai rêvé de Paris, et je suis arrivée à Paris à l'adolescence pour mes 15 ans, et ça a été vraiment mon terrain de jeu. Donc un regard, comment tu porterais ce regard aujourd'hui? Je me projetais en tant qu'artiste. Le métier de styliste et d'architecte d'intérieur, c'est pas, enfin voilà, c'est plutôt une surprise qui au départ était pour moi, enfin voilà, très positif, très nourrissant, mais il y avait toujours cette petite, c'était toujours mis en comparaison avec l'idée d'être artiste. Et oui, pour moi, j'étais pas tout à fait arrivée à là où je voulais être. Je pense que, enfin, j'arriverai à cette consécration? Oui, je sais pas si on peut appeler ça consécration, mais en tout cas, à ce stade-là, de pouvoir vraiment prendre mon statut d'artiste sans, quelque part, le support ou me cacher derrière ces autres professions. À un moment de ma vie où j'aurais eu suffisamment d'épure pour pouvoir juste me présenter au monde de cette façon la plus simple. Donc aujourd'hui, en tout cas, je sais que tout ça participe à mon processus créatif, et que par ces métiers, oui, il y a quelque chose qui vraiment vient travailler ma matière, la matière de mon être, la matière de penser, mon rapport au monde, mon rapport aux autres. Donc je le vis comme ce processus étant part de ce processus artistique qui me mènera à une expression plus directe et plus libre. Tu te verrais comment elle prendrait forme, cette expression plus directe? Est-ce que ce serait dire ce que tu penses sur des choses, ou ce serait même produire par exemple des propres... Enfin, tu vas me dire que tu l'as déjà produit avec la mode. Enfin voilà, comment tu vois cette étape pour toi, si tu te dis j'ai envie d'être plus libre dans mon expression, ce serait quoi c'est-à-dire un reflet, un reflet de l'intime, de qui tu es à l'intérieur.
de l'intime et sans le support de l'autre. Directement, toi. À quelque chose que j'assume entièrement de mon rapport au monde. Quel est ton rapport à la solitude ? Il a été compliqué longtemps. La solitude, c'était vraiment quelque chose... j'avais la sensation que s'il n'y avait pas de témoin de ma vie n'existait pas ou ne servait à rien. Donc c'était presque pathologique, quoi. Il y avait une vraie anxiété à la solitude, comme si je disparaissais. Donc j'avais ce rapport au témoin très fort. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, au contraire, que je chéris et qui est une vraie ressource pour moi et qui est vraiment nécessaire de trouver pour que naisse et jaillisse la créativité. Ouais, je pense que la créativité a besoin de silence pour jaillir. La créativité, pour toi aujourd'hui, elle est nourrie de plein de façons. La solitude te permet aussi de nourrir. Oui. Alors, solitude, c'est marrant parce que dans l'expression de ce mot-là, il y a comme quelque chose qui porte le fait de mal le vivre. Et alors qu'aujourd'hui, je ne vis plus la solitude quand je suis seule. Je ne vis plus ce sentiment de solitude. J'ai un rapport je me sens en compagnie et habitée. Donc il n'y a plus vraiment ce sentiment de solitude. Il est mal connoté dans nos sociétés. Je sens ça, ouais. Mais il y avait une phrase que j'avais beaucoup aimée, qui m'avait beaucoup aidée quand j'étais adolescente, qui dit « On est tout seul dans notre solitude, mais on est tous ensemble à vivre la solitude. » Je sais plus comment elle était dite exactement, mais ça m'avait aidée de me dire, même quand je me sens seule et que je vis vraiment ce cas de solitude, en fait, il est universel. La condition humaine ne peut se couper de cette expérience du vivant. Bien sûr. Et en effet, oui, on peut être seul sans se sentir seul. Donc, est-ce que c'est de la solitude dans ce cas-là ? C'est la question que je me pose. Ouais. Puis les termes, les mots, et ton rapport à la créativité dans la liberté. La liberté, pour toi, c'est un mot qui t'évoque quoi ? La liberté, c'est quelque chose qui m'évoque surtout, j'en parlais tout à l'heure, cette reconnaissance de ce qui est singulier en nous. Pouvoir déposer toutes les entraves qui nous empêchent de l'exprimer. Donc c'est quelque chose vraiment de l'ordre d'un processus plutôt intérieur. Et c'est une liberté qu'on doit trouver d'abord en nous-mêmes, dans notre rapport à nos conflits intérieurs, de tout ce qui va entraver cette pleine expression. Et je sais aussi que tu accordes une grande importance aux pratiques corporelles aussi. Comment c'est entré dans ta vie ? Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Je te laisse dire ce que tu as envie de dire. Et oui, il y a quelques années, j'ai senti vraiment un appel de la danse. J'avais des visualisations comme ça très fortes de moi sur un grand plancher de danse. Et en même temps, j'étais embêtée parce que je suis incapable de suivre une chorégraphie. Je me définissais comme n'ayant pas du tout le sens du rythme. Et j'avais vraiment pas envie de suivre des cours de danse. Et en même temps, j'ai eu un passif aussi nocturne, de vie nocturne, où j'ai beaucoup dansé dans les boîtes de nuit, mais j'ai plus du tout envie de retrouver cet univers de la nuit qui est quand même assez chaotique. Et ouais, j'avais envie de cette expression de danse dans quelque chose de plus sain, de plus ouvert, et je sentais que c'était vraiment un besoin de connexion à moi et aussi de mettre mon corps en mouvement, quoi. C'était un appel vital. Et du coup, j'ai trouvé un espace de danse où je pouvais m'inscrire à la séance à côté de chez moi. J'ai pris un peu quelque chose au pif comme ça en me disant allez, réponds à l'appel. Et je suis tombée sur une séance de danse libre, danse des 5 rythmes. Je ne connaissais absolument pas l'existence de toutes ces formes de danse qui existent et depuis je sais qu'elles sont riches et diverses et c'était une révélation, vraiment la réponse à ce que j'avais vu dans mon espace intime. Et depuis ce jour-là, j'ai continué, j'ai attrapé un peu le virus parce que ça a été un vrai processus de guérison. Justement d'aller plus loin à travers la danse libre, dans le travail de son intime, de ses émotions et comment l'exprimer à l'extérieur, dans la gestuelle, donc cette connexion corps, âme, esprit. J'ai vraiment trouvé par la danse de faire circuler ces différentes énergies, de réfléchir par le corps. Voilà, de cultiver l'intime et de l'exprimer différemment, immédiatement, de s'affranchir du regard de l'autre, de tout ce qui justement entrave le geste dans une éducation, dans un rapport au jugement, à ce que vont penser les autres. Et voilà, donc il y a eu vraiment une très très grande guérison, libération sur plein de plans à cet endroit-là.
Il y a vraiment plus que jamais eu une réponse sur ce travail de l'expression spontanée. Parce que à travers la danse, il y a vraiment cette dimension de l'expression immédiate et spontanée de ce qui naît sans même concevoir qu'on allait produire ce geste ou cette... Enfin voilà, il y a quelque chose vraiment où l'expression te possède. Et là où je pouvais jouer un petit peu avec ça dans mes autres professions, il y a toujours cette dimension de... Enfin voilà, dans un projet d'architecture intérieure, il y a énormément d'anticipation, de conception. Il y a tout ce travail d'imaginer, de visualiser à l'avance ce qui va être créé et produit. De cérébral aussi, plus. Et donc forcément cérébral, dès qu'on est dans la conception, il y a forcément du cérébral. Et ce qui permet de déposer le cérébral, c'est vraiment ce rapport au présent, à la spontanéité, à la créativité immédiate. Et la créativité immédiate, elle se traduit par le geste immédiat. Et il y a quelque chose vraiment pour moi, en tout cas dans l'expression, s'il y a une expression artistique qui doit naître dans la suite de mon processus créatif, ça sera vraiment dans ce rapport à la spontanéité et au geste. Est-ce que tu arrives à amener ce que le corps, est-ce que cette pratique de la danse fait bouger en toi, est-ce que tu arrives à l'amener auprès de ton métier d'architecture, auprès de tes clients? J'ai pas nécessairement besoin d'en parler ou de l'exprimer, et puis je l'amène pas de façon aussi littérale, mais tout ce que ça a changé en moi, ça m'a permis de travailler complètement différemment. Justement, de assumer la liberté de mon geste, ce rapport aux critiques, au jugement, ce rapport à vraiment tout ce que ça a pu libérer, relaxer surtout. Ça a vraiment relaxé l'expression de ma spontanéité. Donc, à partir du moment où c'est plus relax, ça se partage de façon très différente et ça se reçoit de façon très différente. Donc, c'est vraiment plus dans ce que ça a cultivé dans mon fort intérieur que ça a permis de changer vraiment mon rapport au métier. Il y a quelque chose de plus figé avant, qui est plus souple. Ouais, qui était plus figé, qui était plus encore prisonnier de la représentation, de voilà, je produis quelque chose, mais qu'est-ce que vont penser les autres de ce que j'ai produit? Est-ce que... Alors, j'ai toujours eu en moi les deux, le côté un peu schizophrène, d'une force qui me poussait à aller dans une direction artistique, une direction avec une évidence pure, et puis la même force en face de qu'est-ce que les gens vont en penser, d'envie de plaire et d'être conformé. Et voilà, donc les deux étaient très puissants et très là, donc ça m'a toujours permis d'être à la fois dans ce cheminement créatif et en même temps avec beaucoup de souffrance parce que c'était pas complètement assumé par cette partie qui était plus juge et plus... Et donc ça m'a vraiment permis de déposer le juge et puis relaxer la partie plus créative dans l'idée qu'elle peut s'exprimer, que tout va aller bien. Et du fait d'être plus relaxée, ça lui permet aussi de mieux recevoir aussi l'autre. Avoir moins besoin du coup de s'exprimer justement. Et du coup d'être moins... plus tranquille. Plus tranquille et plus à l'écoute et plus en même à recevoir... aussi tout l'univers de l'autre et de composer avec. On va progressivement aller vers la fin de cet épisode, de cette rencontre. J'avais une question quand même. Toi, t'as un métier où t'as quand même de belles réussites. En fait, ce que je vois chez toi, c'est à la fois des réussites dans tout ce parcours, avec des projets qui ont pu laisser place à toute ta créativité, des rencontres enrichissantes, un lien qui fait grandir. À la fois toi dans ton aspect personnel et interpersonnel, et en même temps une grande sensibilité, une grande, comme tu l'exprimes très bien, un grand rapport conscient à l'intimité, à ce qu'il peut nous dévoiler de nous. Est-ce que t'as fait aussi face à des projections de l'extérieur, de réussite de ton parcours, de gens qui disent « Oh là là, Alix, c'est facile pour toi, voilà, c'est trop bien. » Comment est-ce que t'as fait face à ça? Oui, j'ai eu pas mal de projections de l'extérieur et c'était à double tranchant parce que d'un côté, je vois l'idéalisation des gens sur mon parcours ou ce métier à la fois de créatrice de mode et d'architecte d'intérieur. Et en même temps, moi du coup, dès lors que je sens une projection, une idéalisation, je me dis mais il y a une sorte d'injonction d'être à la hauteur de cette idéalisation et du coup de me sentir coincée, figée par cette projection. Et c'est toujours quelque chose qui m'a mis inconfortable.
Parce que dans le fond, voilà, en tant qu'architecte d'intérieur, il y a quelque chose quand même de l'ordre du contrôle, de l'expression de moi, de ma propre vie, de mon intérieur, qui doit être parfait. Alors que moi, je suis juste une artiste dans le fond. Et c'est comme si je pouvais encore une fois pas accueillir l'artiste qui avait peur de décevoir les projections. Je vais te poser 3 dernières questions plus spontanées, enfin tu y réponds aussi longuement que tu le souhaites. Mais voilà, la question que j'ai envie de te poser, c'est par rapport à l'amour de soi. Qu'est-ce qui t'aide à t'aimer corps et âme dans ta vie aujourd'hui au quotidien? Chair et esprit, au choix. M'aimer. C'est aussi facile que ça. Au quotidien, je pense que c'est quelque chose qui... pour ma part, ça a été le fruit d'un long processus d'effeuillage, de plein de voiles qui m'empêchaient l'accès à l'amour de moi-même et du coup forcément à l'amour de l'autre. Et suite à cet effeuillage, pour revenir à ta question où tu dis au quotidien, je pense que c'est quelque chose, pour garder cet amour-là, y a vraiment quelque chose à cultiver de son rapport au merveilleux au quotidien. Vraiment d'être dans la gratitude de ce que l'on vit, de ce qu'on est, et sans juger d'un point de vue qualitatif ou juste la gratitude de ce qui nous est offert, de ce que l'on vit, que ce soit positif ou négatif, que ce soit voilà. Et vraiment de nourrir cette gratitude-là, c'est quelque chose, moi, qui est un vrai soutien dans l'amour de moi et du coup aussi dans mon regard envers les autres, et qui est de l'ordre de vraiment presque un amour, une dimension presque maternelle, un amour tendresse. Une bonne mère pour toi, peut-être. Voilà, une bonne mère pour moi, et ça, c'est précieux. Comment vois-tu et comment souhaites-tu voir l'humanité sur cette planète Terre au cours des prochaines décennies et des prochains siècles? C'est une grande question, mais très grande. J'ose imaginer que ça pourrait être que chaque individu soit suffisamment conscient et développé pour qu'on puisse être en lien harmonieux les uns avec les autres, ce qui ne nécessiterait plus le besoin de hiérarchie dont l'expression est l'argent. Donc plus nécessairement besoin d'échanges comme ça financiers, mais un rapport très organique et de confiance qui fait que les échanges se font naturellement, sans chercher une propriété ou une valeur à ce que l'on produit, enfin une valeur en tant qu'échelle de valeur. Toujours mettre de la valeur dans ce que l'on fait, bien entendu, mais pas en tant qu'échelle de valeur. Ce qui permettrait de laisser vraiment la façon... comme la nature évolue avec toutes ces espèces différentes, il y a des échanges qui se font très naturellement. Et j'imagine cette façon d'exister ensemble, naturelle, où on n'a plus besoin de créer cette espèce de grille kafkaïenne dans laquelle nous sommes coincés et qui nous empêche d'être juste ce que nous sommes en simplicité, avec la confiance que ce qui doit se passer se passera. Et enfin, quelle est la question qui te hante depuis toujours? Qui peut te laisser tranquille parfois, mais qui revient? Qui peut prendre des formes différentes aussi? Je pense que la question qui m'a le plus confrontée, c'est vraiment la question à l'existence même des choses et au néant, à la matérialité, à me demander est-ce que derrière tout ça, il y a vraiment quelque chose. Donc c'est vraiment la question du néant, et c'est vrai que si je m'approche un peu trop près de cette question, j'ai une petite angoisse. Merci beaucoup Alix pour cet échange passionnant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, que tu as envie de dire totalement spontanément pour terminer? Merci Sarah. Merci pour ces questions et merci de m'avoir invitée à y répondre. Merci beaucoup Alix, c'est un grand plaisir. On vous laisse sur ces paroles, sur cet échange, et à très bientôt. Un monde vivant. Si le podcast vous a plu, vous pouvez le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner sur YouTube et Substack. Vous pouvez aussi le partager à un proche. À bientôt. Un monde vivant.